Ok, bonjour tout le monde. Je pourrais presque dire bonsoir. On va vous expliquer un truc extrêmement compliqué. Je pense que tout le monde est prêt à 17h30 en fin de journée. Ok, nickel. Du coup, on va vous parler de Semantic Release et comment on va donner du sens enfin, comment vous allez donner du sens à vos commits et comment on va utiliser vos messages de commit pour délivrer votre projet. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Antoine Miozon. Je suis cloud architecte chez Sphere. Voilà, donc j'aime beaucoup l'automatisation, l'infra as cloud et donc le cloud. Et voilà, je vais laisser Gaëtan se présenter. Bonsoir à tous, moi c'est Gaëtan Bogard, donc je suis SRE chez Sphere. Comme pas mal de monde, j'ai une appétence forte sur tout ce qui est CI, cloud et automatisation. Et on va vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de James Caudet. Alors, James Caudet, selon votre humeur, il peut être développeur ou ops. Et il a une problématique, c'est qu'il bosse sur une super application et on lui demande de mettre à jour une des dépendances de cette application. Donc ça peut être une librairie Node, ça peut être un module Terraform, ça peut être du Maven, tout ce que vous voulez. Et sa problématique, c'est qu'il doit passer de la version 2357 à 3284. Et là, lui, il est consciencieux, il se dit, c'est quoi les impacts sur mon application? Est-ce qu'elle va continuer de fonctionner? Alors, il part un peu à la recherche, pas de changelog. Bon, pas de release note. Bon, heureusement, le code est sur GitHub. Il va voir, il trouve 3 commits. Fix up, new feature, update core. Bon, pas plus avancé. Pas de bol, il n'a pas forcément les compétences pour comprendre les modifications dans le code source. Donc il va voir les fichiers, mais ça ne lui parle pas. Et là, la seule solution qui lui reste, c'est de croiser les doigts, serrer tout ce qu'il peut, faire un test de montée de version, donc sur un environnement de test de préférence. Et après, bienvenue à la campagne de test de non-régression sur tout le périmètre applicatif. Pourquoi, finalement, il est confronté à ce problème, James Caudet? C'est pas compliqué de faire un changelog ou une release note et de le diffuser. Souvent, les process sont assez compliqués parce que c'est manuel, c'est des process longs. Vous devez réfléchir sur quelle est la prochaine version, comment je vais la nommer. Vous avez des outils qui ne sont pas forcément les mêmes partout. Si vous faites du Maven, si vous faites du Node, du Python ou encore d'autres langages où il y a c'est pas du tout prévu en fait dans les outils. Et en plus de ça, c'est lié à votre organisation en équipe. Donc déjà, si vous faites du mono, du multi-repo, les outils ne sont pas non plus capables de le gérer. Et surtout, c'est lié au workflow Git et notamment à vos gestions de branches. Et ça, c'est quelque chose d'assez sensible dans les équipes. La question qui se pose, si on passe de l'autre côté finalement, quand je suis maintainer d'une librairie qui est utilisée par pas mal de consommateurs, si je fais une nouvelle version, j'ai envie qu'elle soit abordée, qu'on puisse la distribuer facilement et qu'elle puisse être adoptée facilement aussi par les équipes. Donc comment je peux donner du sens à ma release? Très simple, on a la convention de nommage, et la convention de nommage finalement elle va nous permettre justement à ce que notre release, l'utilisateur comprenne directement les impacts de notre nouvelle version. Si on fait un petit focus sur ce qui existe sur le marché, on va prendre Ubuntu. Ubuntu, eux, ils se basent sur une norme qui s'appelle le calendar versionning. Et cette norme, on va juste prendre des informations de temporalité par rapport à notre release, et c'est ce qui va l'identifier. Vous êtes habitué normalement aux versions d'Ubuntu 21.04, donc ils ont sorti une version en avril 2021. Ils en sortent une autre en octobre 2021, et pareil, l'année d'après, 4 octobre 2022, rebelote. Ça nous apporte quoi comme information? On se doute finalement qu'il y a pas mal d'évolutions majeures entre ces deux versions, mais c'est tout ce qu'on sait. Si on prend un autre acteur, Unity, un moteur de jeu, eux, ils ont pris le calendar versionning et ils l'ont mixé à un fonctionnement plus classique, donc une dénomination de version 1.0, 1.1, et ainsi de suite. Donc eux, en début d'année, en 2021, ils sortent la version 1.0, et ensuite, ils la font évoluer pendant une année, 2021, 1.1, 1.2, et l'année d'après, une nouvelle version 1.0. Donc on comprend finalement un peu leur cycle de versionning, c'est que pendant une année, ils vont faire de la maintenance et des évolutions mineures, et l'année d'après, ça va être les grosses nouveautés sur les versions.
Après, il y a des originaux. Il y a TeX. Donc, c'est un composant inhérent au langage LaTeX. Alors, eux, c'est des mathématiciens, donc il faut les excuser un petit peu. Ils ont fait 3 versions. Une version 1, une version 2, qui est totalement dépréciée. Et maintenant, ils sont en version 3. Et la version 3, c'est que du correctif. Donc, à chaque nouvelle version, ils rajoutent une décimale et ils vont tendre vers pi. 3, 3.1, 3.14, 3.14, 3.14.1 et 3.14.15. Après, c'est un petit peu glauque, mais le jour où le maintainer du projet décède, on passera en version pi. Voilà, ça sera définitif, ça sera la version pi et il n'y aura plus d'évolution. Prenons un autre exemple très connu, Windows. On parlait pas de Windows. Non, il faut pas. Et du coup, on va commencer à introduire une première notion. En fait, c'est le semantic versioning. Alors, je me posais une question déjà, c'est qui dans la salle connaît la notion de semantic versioning? Ça va, en fait, c'est des notions en fait, qui sont quand même assez connues. Pareil pour la suivante, et vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est juste rassembler tous des briques connues en fait, ensemble pour faire un outil sympathique. Donc semantic versioning, pour le rappeler, ça va ressembler à ça, major, minor, patch. Donc c'est juste semantic versioning, c'est une convention qui va nous aider en fait à donner du sens justement à nos versions. Quelques exemples ici, 1.0, 1.06. On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, major, minor patch, à quoi ça correspond? Le mineur, ici, le 1.01 à 1.02, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on a au moins un fixe dans la release qui a été fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de breaking change, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, c'est uniquement fait des fixes qui ont été faits. Donc vous devriez passer sur cette nouvelle version, enfin sans avoir lu la release note. On sait que c'est plutôt conseillé en fait de passer sur cette nouvelle version. Vous pouvez lire la release note, mais c'est pas obligatoire. Le minor ici 1.0 à 1.2.0. Là, ça veut dire qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites dans cette version. Donc vous pouvez passer sur une version, c'est pas obligatoire. Vous devriez lire la release note si vous voulez passer sur cette nouvelle version, parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites. Et la version ici, en fait la major, là ça veut dire qu'il y a un breaking change qui a été introduit. Et dans ce cas-là, vous devez lire la release note puisque la transition ne va pas se faire toute seule. Donc la convention parle de major minor patch, on parle parfois de breaking, point feature, point fixe. Donc si vous voyez passer ça, c'est normal. Donc cette norme a quelques règles. Alors quelques règles ici. Donc la première règle, c'est qu'une version qui a été réalisée ne doit pas être modifiée. Alors ça veut dire que si jamais vous avez déjà un tag qui est poussé sur votre repo, vous ne devez pas force pusher un tag. Alors, qui a déjà, une fois... parce qu'en fait, il y avait un petit fixe, un petit truc qu'on avait oublié. Et du coup, on s'est dit, on ne va pas refaire une release. On ne va pas le faire. On va effacer, puis on va force pusher le tag. Alors, qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait ça? Ah. Qui l'a regretté rapidement? Ok. Voilà, ça nous est tous arrivé. On l'a fait une fois, on sait qu'il ne faut pas le faire. Donc voilà, il ne faut jamais modifier. Donc, ça veut dire que toute modification doit faire l'objet d'une nouvelle version. Et si vous avez une pré-release, c'est dans la convention, en fait, vous pouvez le rajouter derrière un tiret après la version. Donc ça veut dire que là, on va aller, c'est la alpha 2, la version 1.0.0, et donc la version 1.0.0 est la version suivante de cette version-là. Donc alpha, RC, whatever, ce que vous voulez. Ok, et maintenant, Gaëtan va vous montrer l'autre pendant de la présentation. Conventional commit. Est-ce que tu veux Donc maintenant, on a une norme. Donc nos versions, elles ont un nom qui est correct, qui est parlant. On pourrait s'arrêter là. Et avoir un process de release manuel. Et donc, quand vous faites votre nouvelle release, c'est à vous de rentrer la nouvelle version et de savoir
si je dois bumper le mineur, le patch ou faire une majeure. Pour ça, on va se baser sur les commits. Donc, Conventional Commit, c'est une norme qui est issue en fait à la base d'AngularJS. Ils se sont simplement posé la question de dire comment comprendre facilement l'arbre Git pour qu'un nouveau collaborateur ou quand on recherche une feature, on comprenne directement les impacts. Cette norme, elle est très simple. Votre message de commit, il est découpé en un type, une description. Voilà. Souvent, on fait des commits en une ligne, mais on peut aussi écrire dans un champ de description. Donc, eux, ils l'ont appelé body et footer. Ce qui est hyper intéressant dans ce message de commit, c'est le type. Ça va être la portée de votre commit finalement. La partie description, elle est libre et c'est à vous d'essayer d'en donner le plus de sens possible pour que ça soit compréhensible. Si on regarde au niveau des types, alors il y a plein de types possibles, mais il y en a surtout quelques-uns qui nous intéressent. En premier, le type fixe. Donc là, j'ai un commit qui est suffisant, en tout cas suffisamment explicite. Ce commit, c'est un fixe à propos d'un bug avec un header HTTP. Donc là, on comprend qu'il y avait sûrement un bug dans l'application, un header HTTP qui est manquant, et là, je viens de le corriger. Ce commit de type fixe, quand il va être interprété par un outil derrière automagique, pour ne pas spoiler Semantic Release, il va interpréter un changement sur la version patch, et donc il va incrémenter le dernier digit de la version. Donc d'une 1.0.0, je vais passer à une 1.0.1. Ensuite, vous avez, on va dire, le level un peu au-dessus, c'est la feature. J'ai rajouté une nouvelle fonctionnalité dans mon code. Je vais le dénommer, je vais le nommer simplement fit 2 points. Et pareil, ma description. Et ce fit sera interprété avec un bump de la version mineure. Donc toujours basique, mais 1, 0, 0, je vais passer en 1, 1, 0. Et enfin, vous avez le breaking change. Alors le breaking change, lui, il ne tient pas compte du type. Ce qui est important, c'est d'avoir le mot-clé breaking change qui apparaît dans le footer, en fait, dans la description de votre message de commit. Il y a pas mal d'autres types. Là, c'est libre. Vous pouvez respecter la norme ou pas. Mais si vous faites de la CI, on aura tendance à modifier un fichier de configuration, un pipeline, vous mettez CI. Si vous faites de la doc, de la perf, des tests, style, whatever, là, vous êtes totalement libre. En tout cas, c'est seulement les commits fix, fit et breaking change qui seront interprétés et qui généreront des changements au niveau de la release. Et maintenant, on va voir comment mixer les deux. Alors du coup, on a vu Semantic Versioning, on a vu Conventional Commit, et on va donner tout ça à manger à Semantic Release. Et on va voir ça un peu plus, comment ça fonctionne. Le but donc, de Semantic Release, c'est d'avoir un outil de gestion complètement automatisé de gestion de vos packages et de vos livrables, en se basant donc sur les conventions en fait, qu'on vient de voir, Semantic Versioning et Conventional Commit. Alors, le projet, dans un premier temps, Semantic Release, c'est un projet open source qui est disponible sur GitHub. C'est écrit en JavaScript. Alors, attention, ça ne s'applique pas au projet JavaScript du tout, c'est le projet Semantic Release uniquement qui est en JavaScript. C'est un projet assez populaire, il y a 16 000 likes sur GitHub. C'est utilisé par plus de 60 000 projets. Il y a aujourd'hui plus de 180 contributeurs, c'est créé en 2014. Alors ils sont cohérents avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils respectent leur convention, et donc ils sont en version 19.05. Alors comment ça marche concrètement? Voilà, donc première étape, on va exécuter en fait Semantic Release, donc ce projet, sur notre projet, et qui va commencer à analyser l'historique Git. Donc ici, il va découvrir en fait qu'on a un tag qui est en version 1.20. C'est le dernier tag qu'il va trouver sur notre projet en fait. Donc une version 1.2.0 sur la branche master. Il va bien sûr chercher sur notre branche courante. Si on a en multibranche, on verra ça un peu plus en détail après. On peut avoir des patterns en fait, de branching
branching, pardon, de versionning custom. Par défaut, effectivement, c'est le v. C'est préfixé par v et la version. Ensuite, il va analyser le commit, enfin les derniers commits depuis le tag 1.2.0. Donc il va trouver 2 commits depuis la dernière release. Il va trouver un commit ici fit avec le message. Il va trouver également un commit fixe ici. Et il va en déduire que la prochaine release à faire, c'est une version minor. Donc, il connaît donc, le dernier git tag qui a été réalisé. Il a analysé les commits. Ils vont déduire que la prochaine version, c'est la version 1.3.0. Tout simplement. Et là, il va faire le taf. Et il va nous produire en fait, directement sur notre projet tout ce qu'il faut. Donc évidemment, il va faire un git tag, le 1.3.0 qu'on trouve ici. Donc c'est un peu la base. Hein. Il va nous faire une release également. Donc il va nous faire une belle release avec directement nos features et nos fixes en fait, qui sont intégrés dans cette release. C'est très pratique. Il va également produire un changelog qui va reprendre les éléments qu'on vient de voir en fait, dans la release, mais intégrés directement dans le projet. Donc vous pouvez en fait, sans explorer en fait, tous les releases sur le repo GitHub, dans le projet, vous avez un fichier changelog.md qui résume, en fait, qui reprend tous ces éléments. Et petit bonus, enfin c'est pas le seul, mais il y en a d'autres, mais comme très sympa, c'est que ça va décorer vos pull requests qui ont été mergés en disant cette pull request est disponible dans la version 1.3.0. Qui a déjà un peu galéré en fait pour se dire j'ai ma pull request, dans quelle version ça a été fait? Alors, on commence à réexplorer l'historique Git pour retrouver où est-ce que c'est. Enfin, moi j'ai déjà galéré. Donc qui a déjà tombé là-dessus? Ça va, quelques-uns. Voilà, du coup c'est fait en fait automatiquement. Voilà, et je vais passer la main à Gaëtan. Donc la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux, et donc surtout l'implémentation. Alors c'est assez simple à implémenter. Semantic Release, c'est du JavaScript, donc c'est un package NPM à installer. Donc vous avez Semantic Release au global à installer, et après lui il va déléguer en fait à des plugins certaines tâches. Vous avez un certain nombre de plugins officiels, il y en a aussi pas mal de communautaires, la communauté étant très importante dessus. Et vous avez un commit par exemple pour analyser, un plugin pour analyser les commits, un plugin qui va être en charge de générer le changelog, un autre qui va générer la release note. Il y en a aussi un par défaut qui est pour interagir avec NPM. Donc, en fait, celui-là, il va simplement mettre à jour votre package.json. Donc vous avez un champ version dans le package.json. Vous pouvez le mettre à jour. Vous avez un autre pour interagir avec GitHub ou GitLab, ça dépend où vous êtes hébergé. Et il y en a un autre qui est très sympa, c'est le exec. Alors lui, c'est un peu le fourre-tout, mais au moins, il vous assure la compatibilité avec tout le monde. C'est-à-dire que vous allez définir un workflow en fait, d'exécution Semantic Release, disant d'abord, tu vas m'exécuter ce plugin-là, ensuite celui-là, celui-là et celui-là. Et avec le exec, vous allez pouvoir venir exécuter des commandes bash. Par exemple, on le verra pour du Maven, venir mettre à jour vos pom.xml avec la nouvelle version, pour aider une cohérence. Voilà. Si on prend un exemple de configuration pour Node, cette configuration, alors c'est toujours un peu compliqué au début parce qu'il faut la créer, mais une fois que vous l'avez créée, en fait, c'est quasiment la même partout, vous pouvez la copier-coller. Cette configuration, donc, ça se passe dans un fichier qui s'appelle le .release.rc. Vous pouvez faire du JSON ou du YAML dedans, il me semble. Et ce fichier, vous allez configurer un certain nombre de paramètres pour Semantic Release. Vous allez pouvoir configurer le format du tag, par exemple. Vous allez pouvoir configurer les branches sur lesquelles Semantic Release a le droit de s'exécuter. Que potentiellement, on va livrer sur la master, mais on a peut-être une branche qui s'appelle hotfix pour livrer des hotfix, ou ainsi de suite. Voilà, donc, il s'adapte totalement finalement à votre Git flow. Et vous avez la section plugin, et là, vous allez définir le workflow d'exécution. Donc là, dans ce workflow d'exécution, on commence par dire j'analyse les commits, je génère une release note, je génère un changelog. Là, on interagit avec NPM. Par défaut, il va essayer de pousser sur le registry NPM. Donc là, on lui dit gentiment c'est une démo, tu le fais pas. Et il ne faut pas oublier que les fichiers qui sont modifiés par Semantic Release, ils ne sont pas committés de base. Donc vous avez un plugin Git
pour dire tu vas me committer le package.json et le fichier changelog.md. Donc on verra dans la démo, il y a un petit commit qui est fait avec ces deux modifications. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Node, un exemple avec Maven. Donc là, on vous a highlighté les changements. On a mis par exemple un tag format, donc on a mis un préfixe en haut, on l'a appelé myapp avec ma version. On en a profité pour enlever le petit v. On a viré le plugin npm et on l'a remplacé par un plugin exec avec une commande Maven qui va venir mettre à jour la version en cascade dans tous les pom.xml. Donc potentiellement, si vous faites du multi-module Maven dans un même repo, lui, Semantic Release, il le gère. Et on n'oublie pas de modifier le plugin Git, parce qu'on ne commit plus le package.json, mais le pom.xml, forcément. Place à la démo. Donc, on n'a pas fait de démo en live, ça sera une petite vidéo, pour justement éviter l'effet démo. Là, on va partir sur un scénario. Donc, on a une application en Node qui a un peu de vécu. On bosse que sur la branche master. En tout cas, on ne vous montre pas le principe d'avoir fait une branche où j'ai fait potentiellement 15 000 commits avec des reviews. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les commits qui arrivent sur la branche master soient interprétables par Semantic Release. Voilà. On ne l'a pas précisé tout à l'heure. Si jamais il y a un commit qui s'appelle Toto qui arrive sur la branche master, Semantic Release, lui, ça ne lui pose pas de problème. Toto, il va juste dire « je ne le reconnais pas, je ne sais pas ce que j'en fais, donc je ne déclencherai pas de release derrière ». Là, on a le dernier tag qui est en 1.2.0 sur ce repo. Donc là, on va générer deux commits sur ce projet. Un commit de type feature et un commit de type fixe. Je ne sais pas si vous voyez bien, donc là c'est le guide graph. Donc on est bien en 1.2.0 en haut sur la head. Donc on ne triche pas. Ensuite on va aller voir sur GitHub que la dernière release c'est bien la 1.2.0. Voilà. Donc vous voyez le petit encart release qui est en 1.2.0. Juste pour info, ce n'est pas le tag qui s'affiche, hein, c'est bien une release étant accrochée à un tag dans GitHub. Le fichier de conf, donc là .releaserc.json, le tag format, j'ai juste enlevé le petit v, et le workflow de plugin, c'est exactement le même que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on retrouve l'analyse des commits, la release note, le plugin npm, le changelog, et on commit tout ça. On peut voir que dans le commit, dans le message, on a une petite variable qui s'appelle nextRelease.version pour pouvoir récupérer la nouvelle version qui est calculée par Semantic Release. Donc là, je vais générer mes commits. Donc je modifie le readme, je commit avec un type fit, je commit ensuite avec un type fixe. J'oublie pas de pusher mes modifications, puisque Semantic Release va toujours vérifier l'état de la remote par rapport à votre local. En tout cas, il doit toujours être à jour. On est bien dans l'état souhaité, donc sur la master, j'ai mon tag 1.0, 1.2.0 et j'avais 3 commits, un commit de type doc et deux commits fixe et fit. Je push, j'appelle Semantic Release, je lui laisse faire son travail. Or, normalement, ça sera plus à la CI de gérer ça. Voilà, là c'est pour la démo, on le fait en local. Il va charger l'ensemble des plugins qui ont été déjà préinstallés, donc soit en global, soit dans un autre module par exemple. On va voir, donc là forcément il crache tous ses logs. Il va vous dire, j'ai trouvé le dernier tag qui est 1.2.0 sur la master, donc j'ai mon point de départ. À partir de mon point de départ, j'ai trouvé 3 commits à analyser. Un commit de type fixe qui va déclencher un patch, un commit de type fit qui va déclencher une mineure, et un commit de type doc qui ne déclenche rien du tout. Une fois qu'il a fait ça, on peut voir en dessous que la nouvelle version c'est 1.3.0, forcément 1.2.0 plus mineur égale 1.3.0. Il va écrire la version dans le package.json, il va créer le tag, il va le pusher, créer une release, attacher le release note et aussi mettre à jour forcément le changelog. Donc on peut voir que là il a UDT par exemple le fichier changelog.md, il prépare la release git et il envoie tout ça côté GitHub. À la fin, publish release 1.3.0 sur le channel par défaut. Donc maintenant, si on va voir côté GitHub, or, côté
côté Git, on se retrouve bien avec le tag 1.3.0 qui embarque nos modifications. Donc, il nous a fait un deuxième commit qui est core release avec la version. Donc, la mise à jour du changelog et la mise à jour du package.json. Et côté GitHub, vous avez une release qui est propre avec un beau numéro de version. Et maintenant, James Codé, si jamais il doit faire une mise à jour, au moins il sait ce qui est embarqué dans mon application. Voilà. Donc on retrouve dans le commit le changelog, la nouvelle entrée et la mise à jour dans le package.json. Ça, c'est le cas où tout va bien, où il n'y a pas de souci. Un use case qui est assez utilisé, c'est vous avez plusieurs versions en parallèle qui sont en train de vivre et on vous remonte à un bug critique à corriger. Donc là, maintenant, on a fait une nouvelle version, la 1.3.0, et je l'ai délivrée à mes clients, mais tous mes clients n'ont pas encore migré. Il y en a qui sont encore en 1.2.0 et en 1.3.0. Ah Gaëtan, ton dernier commit, c'est pas terrible, on vient de détecter un bug et on a identifié que la 1.2.0 était aussi touchée. Bon, là, on va avoir nos deux versions actives, on va faire notre commit de hotfix, donc on va le livrer sur la version 1.3.0, on va garder le process standard, donc on va committer sur la master, lancer semantic release, il va faire son boulot, et pour tout ce qui est la gestion des hotfix, on va tirer une branche depuis le tag 1.2.0. Et là, vous avez un petit pattern à respecter. Donc, si vous voulez faire des fixes sur la version 1.2.0, vous nommez votre branche 1.2.x. Donc, seuls les fixes seront autorisés dessus. Si on avait eu des versions majeures, une 1 et une 2, vous auriez pu faire une 1.x et semantic release vous aurez autorisé à faire des features et des fixes. Donc là, sur la démo, je suis dans le même état que tout à l'heure, ma version 1.3.0 qui est la dernière. Je fais mon commit sur la master. Donc bien sûr, j'ai fait des branches, j'ai fait des pull requests, mais j'arrive à cet état-là sur la master. Je déclenche semantic release. Semantic release va gentiment me dire qu'il a créé une version 1.3.1. On va le laisser travailler un petit peu. Donc toujours pareil, sur la master, le dernier tag, c'est la 1.3.0. Il a détecté une modif de type patch, et donc il fait une 1.3.1 qui publie sur le channel par défaut. Maintenant, moi, je vais tirer une nouvelle branche depuis le tag 1.2.0 pour pouvoir reporter ma modification. Donc, maintenant, je viens de créer ma branche. Ensuite, j'ai plus qu'à faire mon cherry pick de mon commit. Je cherry pick mon commit de fixe. J'oublie pas de pusher forcément ma branche. Vous voyez comment pas, hein, le guide graph, il est bien, on est bien sur la branche 1.2.x et on a bien notre fixe qui apparaît là. On va pusher tout ça et lancer semantic release. Et donc là maintenant, semantic release, toujours la même configuration, sauf qu'il va s'exécuter sur la branche 1.2.x. Donc là, il est en train de tourner sur la branche 1.2.x. Le dernier commit le dernier tag sur cette branche-là, c'est le 1.2.0. Il ne voit pas le 1.3 puisqu'il est rattaché à la branche master. Et toujours le même mécanisme, il va faire une mineure, et donc de 1.2.0, il fait une 1.2.1. Voilà, vous venez de gérer un hotfix hyper facilement, sans avoir 4 branches ou 5 branches selon les workflows Git. Et côté GitHub, on retrouve bien la dernière release qui est la 1.3.1, donc qui est la latest. Et j'ai mes deux releases, 1.3.1 et 1.2.1, avec la release note qui est associée. Je laisse Antoine pour aller un petit peu plus loin.
Ok. Et du coup, bien sûr, l'idée c'est pas de l'exécuter manuellement, hein. On conseille vivement en fait de l'intégrer directement dans votre outil de CI, hein. Donc, il suffit d'appeler directement Semantic Release et de le laisser faire. Il existe également une GitHub Action, d'ailleurs non officielle, mais qui fonctionne, enfin qui est celle utilisée principalement. On a notre collègue Romain Lespinasse qui a fait aussi une petite GitHub Action en fait, qui fait tout seul, sans avoir besoin de fichiers de configuration locale. C'est une petite pub interne. Voilà, il existe des outils pour vous faciliter la vie. Du coup, Commitlint qui va vérifier les messages de commit. C'est un linter de messages de commit. Commitizen qui est un outil en fait pour générer les messages de commit. Vous avez également une configuration Git d'ailleurs qui existe avec un point Git message où vous pouvez mettre le bon format en fait pour vos messages de commit. C'est compatible, donc Semantic Versioning est compatible avec Dependabot et Renovate. Et du coup, Dependabot va vous proposer en fait élégamment dans votre projet, selon vos dépendances, les mises à jour qui vont bien. Donc, l'idée, c'est d'avoir une fonction en fait, qui est complètement automatisée. Ça va permettre de notifier en fait, vos utilisateurs plus facilement. Vous allez avoir des release notes qui vont être propres, qui vont pouvoir consulter facilement. Ça va être intégré dans votre projet ou directement sur votre projet, enfin directement à l'intérieur du projet ou sur le repo GitHub. Donc c'est complètement intégré en fait dans votre workflow. Une chose également, c'est que ça supporte n'importe quel package manager hein, via le plugin exec. C'est pas du tout réservé au projet JavaScript. Hein, ça peut être même un projet de documentation, par exemple. Donc, vous pouvez faire du Node, du Maven, du Python, du Terraform. Ça fonctionne avec vraiment n'importe quel projet. C'est complètement agnostique. Hein. Et du coup, vous utilisez en fait une convention en fait, de messages pour documenter vos changements. Voilà. Pardon. Excusez-moi. J'ai pas bu assez d'eau. Il existe également, enfin, si quelqu'un avait la question, j'y réponds tout de suite. Ça gère les monorepos via un plugin. Ok, c'est pas intégré directement dans Semantic Release, mais il existe un plugin. Enfin, le produit est étendable. Et donc, il y a un plugin qui permet de gérer les monorepos. Et donc, vous pouvez faire un tag en fonction de quel répertoire vous avez commité. Et lui, il va aller chercher en fait, vraiment les commits qui ont été faits dans ce répertoire. Voilà. Si vous voulez accéder aux slides, vous pouvez le trouver via ce QR code. Je vous laisse scanner. Et alors, pendant que vous avez votre téléphone sorti... Ah, trop tard. C'est le lien pour l'open feedback, donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Si vous avez trouvé ça pas assez clair, trop simple, pas assez simple, n'hésitez pas. Et alors, on a été super rapide, donc on a du temps pour les questions. Non, pardon, je remets. Alors, je dis on a des questions, on prend les questions, et je remets... Eh bien, donc c'est moi qui vais répondre. C'est moche, ça. Bien joué, très bien joué. J'ai deux questions. La première, vous avez montré les GitHub Actions là, pour utiliser ce magnifique outil. Comment on déclenche, vous me sentez convaincu, hein. Comment on déclenche les GitHub Actions? Alors oui, effectivement, ouais, en plus je l'ai noté et j'ai oublié d'en parler. Il y a plusieurs façons de lancer en fait hein, cette release.
une version naïve en fait. Ça va être de déclencher une release automatiquement dès qu'on commit en fait sur une branche master ou sur une branche 1.1.x, etc. Mais peut-être qu'on n'a pas envie, on n'a pas besoin de releaser aussi souvent. En fait, on peut le lancer en daily, par exemple. Donc, on va faire une cron en fait, qui va l'exécuter une fois par jour ou une fois par semaine, hein, peut-être. Ça dépend du contexte de chaque projet. Simplement, en fait, il va s'exécuter. S'il trouve aucun fix, aucun fit, aucun breaking change dans les commits, bah, il ne va rien faire, tout simplement. Ok. Deuxième question. Cinquième question. C'est sur la gestion des pull requests. Nous, ce qu'on fait, était bien placé pour le savoir. On fait pas quand on merge des pull requests, on fait du squash. Ça veut dire que du coup, on n'a pas l'ensemble des commits qui apparaissent sur la branche main, mais tu as que le titre de l'APR. Alors, est-ce que tu as un outil magique pour vérifier que pour renseigner le titre de l'APR avec soit le fixe, soit le fit en fonction de l'ensemble des commits sémantiques? Ou alors est-ce que c'est juste de l'humain qui doit venir et donc on doit entraîner les reviewers à faire le boulot comme il faut? Alors, sur cette partie-là, tu as quelques outils côté GitHub tu as notamment un bot qui va vérifier que soit le nom de ta PR, soit au moins un de tes commits respecte la norme semantic versioning. Maintenant, c'est pas un outil magique. À un moment, il y aura forcément une intervention humaine et l'outil ne saura jamais détecter que c'est une modification qui ajoute une feature. Donc forcément, c'est à toi à un moment de dire là, c'est une feature que je viens de faire. L'idée, c'est plus de se poser cette question-là avant, quand tu es en train de coder, plutôt qu'au moment où tu dois faire ta release. Souvent, ce qui se passe, c'est que, on va prendre un petit schéma classique, on fait une release toutes les semaines, et au moment où tu fais ta release, tu dis, mince, qu'est-ce qui est embarqué dedans ? Est-ce que c'est que des fixes ? Est-ce que c'est que des mineurs ? Et là, au niveau de la PR, c'est forcément plus fin, et donc normalement, tu dois être en capacité de le faire. Mais c'est forcément quelque chose qui vient de ta part. Après, il suffit d'un commit pour que Semantic Release lui détecte. Donc, idéalement, c'est du squash and merge. Non, si tu veux laisser les autres commits apparaître, lui, Semantic Release, ça ne va pas le gêner. Je ne sais pas si c'était clair pour toi. Aussi, donc vous n'avez pas d'outil magique. Je suis vachement déçu, Antoine. J'en ai une autre. Pas forcément en rapport avec ça, hein, mais avec le sémantique pur. Vous voulez pas que je la pose, c'est ça? C'est un truc, c'est une question piège. Peut-être marrant. Justement, pour revenir sur l'histoire des pull requests où quand on les merge, on fait du squash and merge. Ça veut dire quand on fait du squash and merge que les commits, les messages des commits ne vont pas apparaître sur la branche main. Du coup, est-ce que vous êtes pour enforcer le fait qu'il faut quand même faire du sémantique commit sur les pull requests, sur les branches de pull requests, ou alors est-ce que de toute façon on s'en fout parce que ça va pas apparaître? Alors si ça apparaît, mais dans le body du message de commit sur le main, bon, mais qui va le lire de toute façon? Tu veux, je peux. Ouais, si tu veux, je commence, puis si tu veux compléter. Alors, j'ai une réponse, c'est ça dépend, ça dépasse. Moi, par exemple, ça dépend vraiment de ton habitude de travail. Moi, quand je fais une branche, ça m'arrive des fois de faire un commit qui respecte la norme tout de suite sur ma branche. Puis après, je suis dans mon élan et je fais que des commits qui s'appellent up. Par contre, je m'impose, quand je fais le squash and merge, de ne pas prendre le titre de l'APR. Et c'est à ce moment-là où justement je me force à dire qu'est-ce que tu viens de faire là, Gaëtan? C'est quoi la portée de ce que tu viens de faire? C'est un fixe. Et donc là, je renomme, je modifie moi-même. Ça dépend vraiment de comment tu as dû travailler. Si tu effectivement veux te baser sur le nom de l'APR,
à moins que tu crées que le titre de l'APR soit sémantiquement correct, ça ne marchera pas. Ouais, j'ai envie de dire, pensez à vos collègues quand vous partez en vacances et qui reprennent votre branche et qu'ils trouvent 5 commits up, fixe, up. Il faut essayer de faire un peu de sémantique quand vous êtes sur votre branche. Je vais passer à d'autres questions. Alors merci pour votre écoute. Merci aux organisateurs, je ne vois pas dans la salle, mais quand même c'est comme un travail pas facile. Il y en a qui ils ont passé vraiment des soirées en fait en dehors de leur temps de travail pour préparer tout ça. Donc merci à eux. Et il y a du coup un pot et un brasseur qui est là avec des bières. Donc n'hésitez pas.